Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre exploration d'Excel pour voir donc comment fabriquer une petite facturette à partir de rien. Alors attention, ce cours paraît très simple dès le départ, mais les formules vont se complexifier au fur et à mesure, donc comme dans la vraie vie d'ailleurs. Donc il est préférable de suivre à peu près régulièrement ce qui s'y dit, et surtout c'est un guide de bonne pratique pour éviter de faire des erreurs dans tout type de fichier que nous allons traiter. Alors, pour faire une facturette, nous avons donc ouvert Excel. Une version récente ne contient plus qu'une feuille. Si vous avez une version un peu plus ancienne, vous avez différentes feuilles qui sont disponibles. Nous verrons donc par la suite comment traiter ces feuilles pour les rajouter, supprimer, les modifier, etc. Ce qui est important ici, c'est de pouvoir donc traiter une facture. Alors une facture va comprendre un certain nombre de choses. La première chose, ça va être par exemple de pouvoir disposer d'un code. Alors je vais pouvoir positionner un code à ce niveau-là ici, sur la première ligne A1. Sur B1, je vais pouvoir mettre quelque chose de complémentaire, à savoir par exemple une désignation, que je valide aussi. Et dans la case C, je vais pouvoir attaquer maintenant le vif du sujet, c'est-à-dire par exemple le prix unitaire. Alors, pour les besoins ici de la formation, je vais marquer que PU comme prix unitaire. Pareil, il y a des abréviations qu'il est important de connaître. On verra comment par la suite mettre des commentaires pour savoir de quoi il en retourne. Et je peux ici donc mettre une autre information qui est QTE. Alors QTE pour quantité. Pourquoi QTE simplement? Parce que dans les noms, je préfère ne pas mettre d'accent, pas mettre d'espace, rien du tout quand ça va être utilisé comme variable. Alors pour l'instant, ça paraît peut-être ascon, mais ça va s'éclaircir par la suite. Et ici, je vais pouvoir l'appeler total. Alors bien évidemment, il manque un certain nombre d'informations. On aurait pu par exemple rajouter un taux remise, une colonne remise. Systématiquement, je ne préfère pas d'un point de vue commercial mettre une colonne remise, car si les clients voient qu'il y a une colonne remise, systématiquement ils vont demander la remise. Donc je préfère faire une remise qui soit sur une ligne, où on va faire un pourcentage de remise, etc., mais que ça n'apparaisse pas en clair dans une colonne particulière. On pourrait aussi arguer qu'on va ici essayer de faire des informations avec un taux de TVA. Alors, bien évidemment, on aurait dû gérer la TVA. On peut soit admettre que la TVA est importante, certes, mais qu'elle n'est pas vitale ici à comprendre par rapport à notre système. En sachant aussi que par rapport à la TVA, il peut y avoir différents taux de TVA suivant le type de produit, donc 5, 10, 20, etc. Je vous renvoie au cours de comptabilité par rapport à cette partie. Donc nous allons faire un truc relativement simple ici. Une première chose, nous allons mettre un code ici, 1. Bon. Jusque-là, tout va bien. Une désignation, donc nous allons mettre le livre. Alors, je vais parler de livres, on aurait pu parler de n'importe quoi. Je n'ai pas mis les vieux ouvrages dans cette formation, tout simplement parce que le Cercle de mer, édité par Le Maître et Guéguin, ne dispose pas de code ISBN. Il aurait fallu que je cherche un code EN13, mais on en parlera plus tard dans le chapitre qui sera intitulé donc Jouer à la marchande. Toujours avec le même fichier, bien évidemment. Donc ici, l'ouvrage, je vais l'appeler Les Glénans. De point. Histoire d'un archipel. Donc, histoire d'un archipel. Le bouquin, donc, de Louis-Pierre Lemaître. Alors, je m'aperçois ici que mon texte dépasse la case, et que comme mon texte dépasse la case, automatiquement il va déborder pour aller continuer. Si je vais mettre ici un prix unitaire, le prix unitaire est de 42 €. Alors je ne marque que 42 ici par rapport à ça. Je vois ici 42 €, et je m'aperçois que malheureusement le texte a été mangé. Il a été mangé, mais quand je clique dans la case, je vois que dans la barre de formule, j'ai bien ici donc l'information qui est disponible et accessible. Si je veux faire en sorte que le contenu soit plus visible, je peux ici agrandir ou diminuer la case, mais il me faudra trouver la bonne largeur. Le plus simple par rapport à ça, vous vous positionnez entre les deux cellules qui posent problème, les deux numéros, et vous faites un double-clic, ce qui permet de prendre la taille optimale par rapport à ça. Alors ici, on a un prix unitaire. Certes, le prix unitaire est 42.
Je pourrais dire 42, j'aimerais bien voir comme que ça soit des euros par exemple. Dans ce cas-là, je peux cliquer sur la colonne, c'est-à-dire je ne vais pas mettre un formatage ici sur le chiffre lui-même, je vais plutôt mettre un formatage sur la colonne, ce qui me permet que comme là il y aura tous des prix unitaires, le prix sera le même. Et j'aurais pu, de la même façon, en appuyant sur CTRL ici, sélectionner les deux colonnes, puisque le total sera aussi un prix unitaire. Je vais le faire néanmoins en deux temps, et je peux demander ici donc un format de type comptabilité. Donc je clique et je vois ici 42,00 €. Alors en fonction du type d'objet que j'ai, les chiffres après la virgule peuvent être dégagés, et même quand on fait une préparation budgétaire, on aurait pu dégager les milliers et ne garder que les kilos euros, mais nous verrons ça ultérieurement. Donc ici, quantité, je vais en prendre un bouquin. Voilà, on va en prendre deux, comme ça sera peut-être plus simple. Et ici, je vais pouvoir faire le total. Alors, le total, on va avoir une première formule qui paraît intéressante, mais qui est néanmoins fausse, qu'on a pu voir dans l'épisode précédent, à savoir est égal. Je vais cliquer sur prix unitaire, et je vais faire multiplier, et je vais cliquer sur quantité. Donc je vois que ma formule ici est égale à C2 multiplié par D2. Si je valide, je n'ai pas besoin d'être fort en maths, 42 fois 2 égale 84. La formule est correcte. Alors la formule est correcte, c'est simplement que sa représentation n'est pas très bonne. Si ensuite je vais mettre un deuxième produit. Alors je vais pour l'instant mettre 2, on verra par la suite qu'on peut utiliser une suite par rapport à ça. Donc ici j'ai mis 2 et je vais maintenant mettre un autre ouvrage. Alors je peux mettre par exemple le bouquin de Goldschmidt, qui est donc un des fondateurs des Glénans, 40 ans au Glénans. Donc ici je vais mettre un S. Alors pourquoi je mets un S? Tout simplement parce que Glénan sans S c'est l'archipel des Glénans, et Glénan avec un S c'est le centre nautique des Glénans. Donc je vais ici mettre le prix de l'ouvrage, 26 €, et comme je pense en écouler certains, je vais prendre 5 ouvrages. Alors ici, la formule que l'on a là, on peut se dire, la formule qui est en dessous, c'est donc C3 multiplié par D3. On regarde par rapport à ça, et la formule est à peu près équivalente. Équivalente, oui, mais pas tout à fait la même. On pourrait se dire que ce serait plus simple si on la voyait vraiment telle qu'elle est. En gros, cette formule-là, c'est pas C2 fois D2. On prend le contenu de la cellule qui est 2 cases à gauche, multiplié par le contenu de la cellule qui est une case à gauche. Et ce qui fait 42 fois 2. Je peux m'apercevoir de ce format-là en utilisant non pas le format qui a été privilégié par Excel, mais l'ancien format qu'utilisait Lotus. Alors dans ce cas-là, je peux aller dans Outils, Options. Je vois ici que j'ai un certain nombre d'options. On reviendra par là-dessus ultérieurement. Et dans l'onglet Formule, je vois que j'ai ici un truc qui s'appelle Style de référence L1C1. Et éventuellement, j'ai même un petit commentaire qui m'explique ce que c'est. Si je dis OK par rapport à ça et que je valide, je vois que ma formule est venue ici avec ligne colonne LC. La formule c'est LC-2, donc 2 cases à gauche par rapport à 2 colonnes à gauche, multiplié par LC-1, c'est-à-dire une case, une colonne à gauche. Donc on a bien ici une représentation de la formule qui me permet de voir que cette formule est bien la même ici, donc je pourrais faire un copier-coller. Donc le copier-coller, je pourrais le faire, CTRL-C, CTRL-V. Par contre, je m'aperçois ici que dans la cellule, j'ai ici une zone de recopie incrémentée qui est là, qui est un petit carré, et qui me permet d'avoir ici la possibilité de dupliquer la formule et de l'étendre ailleurs. Alors, par la suite, ne vous étonnez pas, je risque de l'appeler le petit bouchique, ce qui est un pléonasme, mais tant pis, je vais le traiter statement comme ça. Donc je prends la zone de recopie incrémentée, le petit carré en bas de ma cellule, je le descends, et en déplaçant ici, je m'aperçois que j'ai bien un nouveau prix qui apparaît. Alors je vérifie, 5 x 2, 10, et 6 x 5, 30, donc j'ai bien 130 € de prix par rapport à ça. Donc ma formule est bonne, pas de souci là-dessus. Je vais continuer à mettre 3. Alors, à partir de ce moment-là, je me dis 1, 2, 3, ça ressemble fortement à une suite. Alors, je peux ici prendre une nouvelle feuille, et cette feuille, je vais pouvoir éventuellement mettre 1. Et si je prends 1 et que je tire dessus le 1, j'aperçois que j'obtiens des 1 partout.
Si par contre, au lieu de 1, j'appuie sur CTRL, je peux ici voir que je vais obtenir une suite, par rapport à ça, une suite dont le pas est 1. Si à l'opposé, j'avais mis un 3, ici dans cette cellule-là, et que je prends un 3, sans appuyer sur CTRL, je tire ma suite, je m'aperçois qu'il me fait ici une suite dont le pas est le différentiel entre B2 et B1. Alors, je vais peut-être revenir avec le format ici, outil option, qui est plus facile, parce que j'ai parlé de B2, B1. Donc, je vais revenir ici, comme tout à l'heure dans Formule, je décoche la partie assistance de formule L1C1, et je vois ici B1, B2. Donc, le pas, j'ai donc une suite des nombres impairs. Si je continue par rapport à ça, je peux donc me dire que on pourrait mettre n'importe quoi. Je peux mettre par exemple Toto 1. Si je tire sur Toto 1 ou sur n'importe quoi, je vois ici apparaître une suite qui est incrémentée de la même façon. Alors, juste ici, j'aurais pu montrer aussi que j'ai oublié, c'est-à-dire que qu'en ayant ça, si j'appuie sur CTRL, je vais non pas obtenir la suite des nombres impairs, mais je vais obtenir une suite 1, 3, 1, 3, 1, 3. Tout dépend de ce que vous avez besoin de faire. Je peux aussi mettre ici des dates, pourquoi pas. Je vais mettre lundi. Si je prends lundi et que je tire sur lundi, j'obtiens ici une suite. Et je vois qu'après le dimanche, de nouveau, on revient à lundi. Si je fais la même chose avec janvier, je vais pouvoir tirer dessus pour aller mettre janvier, etc. Si je reviens ici, que je mets une date, alors aujourd'hui, on est le 19-12, et que je valide, automatiquement il m'affiche 19-12, et si je tire cette date, je vois ici que ça va arriver, et en allant plus loin, je vois qu'au 1er janvier, je suis bien passé, en changé d'année, je suis bien en 2016. Donc j'aurais pu aussi mettre un truc du style trim 1 par exemple. Et si je clique sur trim 1, j'aperçois que trim 1, on va arriver jusqu'à trim 4, et après on rebascule à trim 1. C'est-à-dire qu'ici, on est revenu avec des trimestres, et donc lui, automatiquement, sait très bien que les trimestres, il n'y en a pas non plus des kilos, et que donc, arrivé au bout du 4e trimestre, on revient avec des trimestres 1, 2, 3. Si nous voulons continuer, donc par rapport à ça, on voit qu'il y a des suites qui apparaissent. Alors, revenons peut-être un petit peu sur cette suite ici et que nous avons incrémentée. Cette suite contient un certain nombre de jours, y compris le dimanche et le samedi, que nous ne souhaiterions peut-être pas voir forcément intégrés dans notre calcul. Alors ici vous avez un petit bouton qui s'appelle remplissage dans la partie édition de l'onglet accueil. Donc si vous cliquez sur remplissage, vous avez la possibilité de demander série. Et dans série, vous avez un certain nombre de paramètres qui sont disponibles, suivant les lignes, les colonnes, etc. Et on peut demander ici une suite chronologique, puisque bien évidemment, on a avec des dates, et que dans le cas d'une suite chronologique, l'unité de temps peut être simplement les jours ouvrés. Alors, bien évidemment, les jours ouvrés vont être un peu particuliers. Normalement, le 19, il n'aurait pas dû l'intégrer du fait que c'est un samedi. Le 20, le dimanche, n'est pas intégré. Et on va retrouver donc le samedi-dimanche de la semaine prochaine, qui seront donc le 26 et le 27 décembre 2015. Donc, on a ici, bien évidemment, donc une suite chronologique par jour ouvré. Ça suppose bien sûr que mes jours ouvrés soient le samedi-dimanche. On pourra voir d'autres suites et d'autres fonctionnalités ultérieurement. Donc je vais supprimer cette feuille-là. Je vais juste l'appeler suite pour que vous puissiez éventuellement la récupérer dans la version à télécharger de ce cours. Alors ici, je reviens ici sur mon système. Donc maintenant que j'ai vu que j'avais 1, 2, 3, je peux continuer pour sélectionner 3, 4. J'aurais pu le faire de différentes façons, nous avons déjà vu ça tout à l'heure. Donc je peux faire aussi, pourquoi pas, un bouquin qui est Les Glénans avec un S, donc La Passion en partage, qui est un ouvrage donc édité au Seuil. Et je vais mettre son prix qui est de 35 €. Et puis je vais mettre une formule ici. Je vais en prendre 2. Pareil pour simplifier les calculs. Et je vais mettre un dernier ouvrage qui est donc Fort Cigogne. Le livre de Jean-Pierre Abraham, qui a voulu quelques déboires d'ailleurs avec Gwenelle Bolloré, qui n'était pas content
que Jean-Pierre Abraham était voir sa maison sans lui demander. Et donc le prix de Fort Cigogne est de 82 francs. Donc 82 francs, si je fais le calcul, je vais obtenir 12,50 €. Allez, on va arrondir à 13 pour avoir un compte rond. Par rapport à ça, parce que les francs ne sont plus disponibles là-dessus. Donc je vais mettre aussi deux ouvrages. Alors, j'aurais pu continuer comme ça. Pourquoi je n'ai pas recopié ma formule? Tout simplement parce que on va voir qu'il est possible d'utiliser d'autres choses. On a vu que je pouvais tirer, et que là, tirer sur 2 cases, c'est pas non plus la mort, hein, je vais pouvoir le faire sans problème. Par contre, si j'avais eu des centaines, voire des milliers de lignes, comme sera le cas dans un prochain exercice, c'est déjà plus délicat. Et dans ce cas-là, il est peut-être souhaitable, c'est de pouvoir aller dire au système, va jusqu'en bas. Il suffit dans ce cas-là que je me positionne sur la zone de recopie incrémentée et que je fasse un double clic. Et automatiquement, il va descendre jusqu'à ce qu'il trouve une case de vide. Alors, une case de vide, non pas en dessous, mais juste à côté gauche par rapport à ça. Et là, il a trouvé une case de vide. Donc, il s'est arrêté ici. Il n'a pas continué sa système. Ce qui veut dire, et ça me permet de reprendre cette partie-là, que dans un fichier Excel, on ne laisse jamais de ligne vide. C'est-à-dire qu'on voit souvent des gens qui laissent une ligne 1, 2, 3 de vide pour mettre rien du tout. On voit aussi des gens qui laissent des lignes vides en ligne 2, par exemple. L'objectif, c'est de dire, ah oui, mais là, c'est pas écrit suffisamment grand, etc. Ça n'a aucune importance. Si j'ai envie d'une largeur plus importante, je peux soit prendre ici entre les lignes, comme on a vu entre les colonnes, et je peux ici descendre pour avoir quelque chose de plus grand. Si jamais le texte est trop bas, j'ai la possibilité ici de changer l'alignement horizontal, mais aussi l'alignement vertical. Et ici, je peux très bien demander à ce que mon texte soit centré, non soit pas d'alignement, je vais le laisser comme ça pour l'instant, et je dirais que ce soit centré plutôt en hauteur, et donc j'ai un alignement correct par rapport à ça. C'est pas la peine de rajouter des lignes vides. Dans Excel, systématiquement, dès que vous voyez une ligne vide, c'est qu'il y a certainement une erreur quelque part, qu'il y a une formule supprimée ou qu'il y a un bug quelque part. Quand vous supprimez une ligne, supprimez-la, mais ne laissez pas la ligne vide. C'est toujours une erreur après à traiter et risque d'erreur par la suite. Donc, j'ai fait ici, et ça je vais revenir en arrière, parce que je verrai après le formatage automatique, donc j'ai pas forcément besoin. J'ai fait CTRL-Z pour ceux qui n'auraient pas vu par rapport à ça. J'aurais pu aussi cliquer ici pour revenir en arrière. Donc, je suis ici avec mon tableau qui a été intégré. Alors, jusque-là, ma formule semblait correcte. Il n'y a pas de problème. Je vais ici me positionner donc en E11, et en E11, je vais lui demander de me faire la somme de tout ça. Alors, si je lui demande de faire la somme, je clique sur le bouton Sigma, il va remonter jusqu'à ce qu'il trouve ici quelque chose qui ne soit plus un chiffre. Vous apercevez aussi que toutes les cases vides ici, il a dit, on va faire la somme, donc on va intégrer ici les choses et on va remonter. J'aurais pu lui dire, et souvent c'est le cas, quand les gens laissent une ligne vide, ils vont dans ce cas-là cliquer et laisser cette ligne vide et ne pas la prendre en calcul. Et malheureusement, s'ils rajoutent quelque chose dans cette ligne, automatiquement, ça ne sera pas pris en compte dans le total, ce qui fera un total erroné. Donc, bien faire attention toujours à bien prendre du début jusqu'à la fin de ce qu'il est possible que la personne qui fera la saisie, et en entreprise, c'est pas forcément vous, donc pensez qu'il faut essayer d'estimer que peut faire la personne qui va faire la saisie elle-même. Donc, j'appuie ici, et j'ai mon total. Alors, j'ai mis mon total ici exprès pour pouvoir borner un petit peu mon calcul. L'inconvénient, c'est qu'ici, si je retape quelque chose, ce serait bien d'avoir une formule. Alors, on a vu que cette formule, je pourrais la prendre, la tirer, voilà, et j'obtiens ici une formule qui est là. Alors, cette formule ne me plaît pas du tout, parce qu'elle a l'inconvénient, c'est qu'elle ne veut rien dire. Alors, elle ne veut rien dire, c'est-à-dire que si je clique ici, je vois est égal à C9 fois D9, je me dis, ok, C9, c'est ici, éventuellement, je peux cliquer dans la formule pour voir plus facilement. C9, c'est là, ok, ça correspond au prix unitaire. Multiplié par D9, c'est là, ok, c'est la quantité. Prix unitaire fois quantité, ah bah oui, c'est le total. Mais ça m'a demandé une réflexion. Là, pareil, les chiffres sont proches les uns des autres par rapport à mon calcul, mais quand on va chercher les informations qui sont réparties sur une feuille, sur plusieurs feuilles, voire sur plusieurs classeurs, c'est déjà plus délicat. Et il serait souhaitable par rapport à ça de pouvoir faire en sorte d'avoir une formule un peu plus compréhensible. Alors donc cette formule qui n'est pas bonne, je vais pouvoir la modifier. Avant de la modifier, il va falloir que je fasse du nommage. Alors du nommage, c'est-à-dire que je vais donner des noms aux systèmes qui sont là.
différentes possibilités pour le faire. Donc je vois ici pouvoir aller dans formule, et dans formule je vais pouvoir donc définir un nom. Alors pour définir un nom, il suffit, on verra d'autres méthodes par la suite, il suffit ici que je demande à définir un nom. Si je définis un nom, il me dit ben, ce nom c'est code. Pourquoi code? C'est pas qu'il est intelligent, simplement il a vu qu'il y avait une suite de nombres, donc il regarde au-dessus s'il y a quelque chose qui correspond à du texte. Si quelque chose correspond à du texte au-dessus, il pense que pour lui, ça va être donc le code. S'il n'y avait rien eu, on avait été en haut, il aurait été cherché à gauche, on le verra tout à l'heure dans notre feuille de paramètres. Donc je peux l'appeler code sans aucun problème, et je vais ici mettre mon code. Si je regarde ici, je vais pareil de la même façon définir un nom ici, il s'appelle PU, pas de problème, et je peux redéfinir un nom ici. Alors plutôt que de définir un nom à chaque fois, je peux aussi ici l'appeler avec un nom plus intelligent, c'est-à-dire que je vais l'appeler QTE. QTE ou peu importe, ou quantité, mais sans accent, sans espace. Je valide, et j'ai donc ici QTE qui apparaît ici. Si je regarde ici, quand je fais ma sélection, bien évidemment, PU apparaît aussi. Et j'ai plus qu'à nommer total. Alors, comme ici, j'ai défini un nom, ça me fait faire qu'un clic. C'est plus simple. Enfin, un clic plus un deuxième clic pour valider. C'est plus simple que de cliquer ici un clic, que de taper total et de valider. C'est juste un boulot de feignant en informatique, hein, c'est pour ça que je fais ça d'ailleurs, mais pensez toujours comment faire moins d'efforts. Alors, on ne gagne pas grand-chose à faire un clic ou deux clics, me direz-vous. Néanmoins, si sur une journée de boulot, j'arrive à étendre cette formule, ben sur une journée de boulot, je gagne une demi-journée de boulot. Donc, le fait de gagner un clic sur deux n'est pas négligeable par rapport au travail. Donc ici, j'ai mon calcul qui est là, pourquoi pas, et donc maintenant, je pourrais changer la formule qui est ici, et je vais pouvoir dire, bah non, cette formule-là n'est plus égale C2 fois D2, qui est reproduit ici, on va dire que c'est égal. Alors, avant, vous voyez ici que j'ai sélectionné, puisque c'était le nommage qui a été fait, c'est sélectionné ici donc toutes les formules qui vont contenir mon total. Donc je peux me dire, ok, égal, et je vais écrire PU. Vous voyez que dans ce cas-là, on a un certain nombre de choses qui apparaissent, et je vois que quand j'écris PU, il me propose puissance ou PU. Je vois ici que puissance, c'est une fonction, alors que PU, c'est une étiquette, donc c'est un label par rapport à une variable que j'ai définie. Donc je vais dire CPU multiplié par Q, et je vois qu'en tapant Q, bah, il y a moins de formules avec Q, et je vois ici qu'il m'oppose QTE, donc je peux dire PU fois QTE. Plutôt que d'appuyer sur Entrée, si j'appuie sur Entrée, je vais donc passer à la cellule du dessous. On peut aussi dire que l'ensemble de la formule que l'on va mettre va être renseigné dans l'ensemble des cellules qui sont sélectionnées. Et pour ça, je vais faire CTRL-Entrée, et ça me permet d'avoir la formule. Alors, ça n'a rien changé à mon résultat, si ce n'est que la formule qui est maintenant partout dans mes cellules, c'est PU fois QTE. Donc, je sais que en cliquant n'importe où, c'est prix unitaire fois quantité. Ok, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Pas besoin de réfléchir, donc je gagne du temps dans la production de ce que je vais faire par la suite. Bien évidemment, j'ai perdu un petit peu de temps au départ pour définir ces zones, mais ensuite, si mon tableau est assez complexe, je vais gagner énormément de temps dans la compréhension. Dans la compréhension, non pas immédiatement, parce que je m'en souviens encore dans une heure ou deux de ce que je fais. Par contre, c'est quand je reprends mon fichier, le lendemain, la semaine suivante, le mois suivant, l'année suivante, voire plusieurs années plus tard, je vais pouvoir revoir la formule, et c'est toujours pareil, PU fois QTE me parlera a priori par rapport à ça. Alors, comment nommer intelligemment ces fonctions ou ces étiquettes? Ici, il va falloir que j'utilise quelque chose qui me parle, moi. Mais si je suis en entreprise, il faudra bien évidemment au départ que je regarde comment sont définies les notions d'étiquette par rapport ou de variables par rapport à l'entreprise, de façon à me conformer aux normes qui sont déjà mises en place. Donc essayez de regarder, de poser des questions par rapport à ça pour utiliser quelque chose qui soit compréhensible non seulement par vous, mais aussi par l'ensemble des collègues qui pourraient être amenés à récupérer le fichier par la suite. Un travail collaboratif sur la durée. Donc important en entreprise ou dans l'administration. Je veux dire, quand je parle d'entreprise, j'aurais pu parler de firme, c'est au sens gestion d'entreprise. Si je regarde ici ma formule ne me parle pas trop. Mais qu'est-ce que je fais? Je peux demander ici, pareil, en revenant sur accueil, en demandant sigma, somme, et on voit qu'ici, c'est somme de total.
Jusque-là, tout va bien. Alors maintenant, on va essayer, alors on pourrait mettre du texte ici pour dire que c'est le total, etc. Ça n'a pas fondamentalement d'importance pour l'instant, on fera de l'habillage par la suite. Donc ici, je vais essayer de faire le calcul. Le taux de TVA sur le livre est de 5,5 normalement en France, sauf si vous êtes en Corse, Guadeloupe et compagnie, où il est de 2,1, les Glénans étant une île mais n'ayant pas de régime fiscal particulier, donc on va dire que le taux est de 5,5. Donc naturellement, je pourrais écrire ici est égal à ça, multiplié par 5,5, et je vais mettre ici le pourcentage pour comprendre. Alors j'aurais pu marquer aussi de la même façon 0,05, ce qui revient au même d'un point de vue mathématique. Par contre, le taux de TVA, c'est toujours noté en pourcentage, donc autant voir quelque chose qui soit plus compréhensible par moi. Si j'ai renseigné mon prix ici, le problème, c'est que là, c'était l'inverse, puisque c'est les prix TTC que j'ai donné là, mais peu importe, c'est juste pour le principe. On aurait dû faire une opération différente. Ici, cette formule n'est pas correcte. Alors, pourquoi elle n'est pas correcte? Elle est correcte dans la mesure où le calcul est bien de 5,5. Simplement, quand c'est une variable, et la taux de TVA est une variable, par rapport à la TVA actuellement principale, le taux principal est à 20%, mais il était à 18, 18,6, 20, 26, 19,6, il va passer à je ne sais pas combien, donc c'est quelque chose qui est variable. Si jamais vous avez à faire des modifications dans votre taux de TVA, parce que la loi change. Dans ce cas-là, ça ne sera pas forcément facile de pouvoir retrouver dans votre feuille de calcul tous les endroits où vous avez pu intégrer de la TVA avec un taux à 20%. Surtout que 20%, 0,2, c'est pas facile, on peut l'utiliser pour plein de choses. Avec 19,6 précédemment, c'était déjà plus facile parce qu'on retrouvait moins souvent. Mais si vous devez faire une recherche de tous les chiffres qui sont 0,02 ou 20%, et que vous devez après faire une modification manuelle, c'est pas du tout une bonne méthode. Donc cette formule est à bannir, je vais l'effacer tellement elle est révoltante. Alors révoltante parce que si jamais plus tard j'ai à reprendre mon fichier, je ne vais perdre un temps immense à refaire toutes mes formules. Donc, systématiquement, quand vous mettez des variables, posez-vous la question, qu'est-ce qui est une variable? Alors, je vais pas revenir sur le principe des mathématiques par rapport aux constantes et aux variables, mais pensez que même des choses qui sont normalement considérées comme des constantes en physique ou en mathématiques, essayez de les intégrer comme des variables, de façon à pouvoir vite fait les voir d'une part, et d'autre part les modifier, même si certaines n'auront pas de modification ultérieure. Donc, je pense à pi par exemple. C'est une valeur un peu plus proche que celle qui est dans le système, et ça n'a aucun intérêt. Donc ici, je vais pouvoir mettre éventuellement quelque part mon taux de TVA. Alors, ce que je préfère faire systématiquement dans un fichier Excel, c'est externaliser les variables. Alors, quand je dis externaliser les variables, on pourrait les externaliser sur notre classeur, mais dans ce cas ici, je préfère tout simplement, pour commencer simplement, à l'externaliser sur une nouvelle feuille. Donc je peux cliquer ici sur nouvelle feuille pour créer une nouvelle feuille. Cette feuille qui est là, je vais faire un double clic dessus pour la renommer, et je vais l'appeler param. Alors param, j'aurais pu l'appeler paramètre, etc. J'évite d'avoir des noms longs, parce qu'on voit que plus on va rajouter de feuilles ici, plus ça va se dépasser. Alors ne vous inquiétez pas, si ça dépasse, vous aurez un système de navigation permettant d'aller au suivant précédent, mais comme on peut le voir ici, mais par contre l'inconvénient c'est que vous perdrez du temps à vous déplacer. Donc ayez un nom court, suffisamment compréhensible néanmoins par rapport à ça. Ici, cette feuille 1, qui s'appelle feuille 1, je vais l'appeler, dans ce cas-là, pour respecter facture. Alors, pareil, vous remarquerez que systématiquement, je n'écris pas en majuscule, bien sûr la première lettre majuscule, pour qu'on voit, mais tout le reste est écrit en minuscule, ceci pour deux raisons. La première, c'est que notre culture française fait qu'on a plus de facilité à lire des minuscules que des majuscules, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les cultures, je pense au germanique par exemple. D'autre part, le fait d'écrire tout en majuscule va prendre plus de place que des minuscules, ce qui fait que je vais plus facilement arriver au bout de ma ligne par rapport à ça. Donc, dans tous les cas de figure, le nom en minuscule. Je reviens dans param, et je vais écrire ici TVA. Alors, TVA, pourquoi pas, et ici, je vais mettre donc 5,5%. Donc j'ai mis ici mon taux de TVA à 5,5% et je vais maintenant lui donner un nom. Alors pour lui donner un nom, je vous rappelle que dans ce cas-là, comme on l'a vu précédemment, je vais aller dans Formule et je vais demander ici à définir un nom.
Si bien sûr je pourrais aussi aller dans le gestionnaire de noms et je vois tous les noms qui ont été mis et à qui ils appartiennent, etc. Donc ça je le ferme et je vais définir un nom ici. Alors il va me proposer TVA. L'inconvénient, c'est que TVA, comme d'autres variables, peut prêter à confusion. Alors, la TVA ne prête pas à confusion, mais simplement ici, c'est pas la TVA elle-même. La TVA comprend deux parties, le taux de TVA et le montant de TVA. Alors ici, pour savoir ce que c'est, je vais dire que c'est le taux de TVA en mettant petit t TVA, peu importe la symbolique, hein, je vous répète, conformez-vous à ce qui est dans l'entreprise ou dans la structure dans laquelle vous travaillez. Donc ici, je l'appelle TTVA pour ne pas confondre avec MTVA, qui sera pour moi le montant de la TVA collectée. Donc je vais pouvoir valider ici, par rapport à ça, ma première variable. Alors j'aurais pu éventuellement mettre une colonne dessus pour dire nom de la variable et valeur de la variable, hein, donc, ou label et puis valeur, suivant comment. Donc ici, je vais pouvoir maintenant faire en sorte d'avoir un nommage plus intelligent. Ici, je vais peut-être commencer par nommer ça. Comme j'ai pas de nom, plutôt que de définir un nom qui serait plus long, je vais ici aller ici. Je vais donc l'appeler ça hors taxe. Ici, je vais l'appeler pareil avec un nom et je vais l'appeler MTVA, montant de TVA. Et en dessous, je vais l'appeler donc TTC, qui est le prix TTC de l'objet. Donc ici, j'ai ma formule. J'ai donc maintenant la possibilité d'écrire est égal. Alors, soit je vais le taper, soit je vais cliquer ici sur cette information-là, et je vois que c'est hors taxe qui apparaît, hors taxe multiplié par TT, et je vois que TTC, bah non, c'est TTVA, et je valide ma formule. Ah, il y a un petit problème, parce que j'ai pas TTVA. Donc je valide, et ici, je peux dire que c'est égal à ça, plus ça. Et je vois donc maintenant que la TVA qui est ici, ma formule, c'est le TTC est égal hors taxe plus le montant de la TVA. Je peux éventuellement demander ici à mettre en accueil sous forme de nombre ici monétaire. Donc voilà, nous avons terminé notre cours. Ça pourrait être amélioré, mais nous verrons ça ultérieurement. Le principe, c'était d'avoir des formules. Alors bien évidemment, si vous voulez faire quelque chose d'un peu joli, il est possible de faire la sélection, mais nous verrons ça dans un autre épisode.